Renée Conan était aussi de la même trempe que Marie Fur. Elle vit son père, FFI, arrêté par les Allemands en 1945, née à Lorient en 1938, où elle décède en 1982 à la suite d'une banale opération de chirurgie. Engagée très jeune au Parti communiste, qu'elle quitta à la suite des attaques de ce parti contre l'association Les Amitiés franco-chinoises, militante pro-FLN à 16 ans, passeuse donc de valises, comme on disait, boîte à lettres, professeure de français, députée verte au Parlement européen, elle fut une militante antinucléaire exigeante. Elle nous a laissé en héritage un magnifique livre de témoignages coécrit avec Anne Laurent aux éditions de la Digitale, intitulé « Femmes de Plogoff », qui raconte le combat des mères, épouses et sœurs entrées en résistance contre l'implantation de la centrale nucléaire prévue dans la presqu'île du Cap. Je voudrais aussi, troisième et dernier exemple, évoquer mon arrière-grand-mère Rose Lefay, que j'ai bien connue, puisque morte à 98 ans en 1958, et dont la vie connut une succession de drames qui n'empêcha nullement, bien au contraire, de se montrer digne et altière dans le malheur. Elle avait 34 ans et 3 enfants en bas âge lorsque son mari, marin-pêcheur, disparut avec tout l'équipage du Dindé Gloria Patrie dans l'effroyable tempête du 4 décembre 1896. Jeune veuve, elle portera le capot de deuil toute sa vie lorsqu'elle se rendait à la messe le dimanche. Et je la revois encore pour cacher ses larmes, disait-elle. Sans ressources, elle dut travailler d'arrache-pied, semant, récoltant, tout en tenant son bistrot à l'encre de la marine sur la place du Bourg à l'île de Groix. Un peu moins de 20 ans après la disparition de son mari, c'est son unique fils, Joseph, qui meurt dans le torpillage du Léon Gambetta en avril 1915. Elle ne prendra jamais le temps de s'apitoyer sur son sort, qui s'alourdira encore de la mort en 1917 de l'un de ses neveux, du retour de son frère Jean-Marie, revenu du front qui, après avoir connu l'horreur des champs de bataille, en avait perdu la raison, et de la disparition tragique d'un autre neveu, Jean-Marie, dont on retrouva le corps déchiqueté et qui ne fut identifié qu'avec une chevalière qu'il portait à l'un des doigts de la main gauche, déchiqueté dans l'explosion du croiseur mouilleur de mines Pluton en septembre 1940 dans le port de Casablanca. Malgré ces drames, Rose Lefay ne se départit jamais de cette dignité et de ce courage qui auréole certaines vies. Elle prit la guerre en horreur. J'ai entendu souvent dire « c'est une pieuvre qui avale tout, qui détruit tout, avec des tentacules d'acier ». Elle régnait sur toute la famille, conseillant ses frères, les réprimandant même quand ils rentraient un petit peu chiche-te-cré, comme on dit en breton. Elle régnait avec une main de maîtresse femme. Elle allait tous les jours du bourg au Méné, 2 kilomètres de là, apporter le repas de ses beaux-parents très âgés. Et dès que surgissait un problème familial, une succession, un partage, un différend dans la famille, c'est elle que l'on sollicitait. L'admiration que nous lui portions nous avait amené à la qualifier de matriarche, matriarcat. Je sais que Anne Guyot, que je remercie d'avoir accepté notre invitation cet après-midi à présenter ses réflexions et ses recherches sur le sujet, considère que prétendre que la société bretonne est matriarcale n'est peut-être pas de nature à faire avancer la cause des femmes en Bretagne. Mais elle nous en dira plus tout à l'heure. Mais je ne voudrais pas, à travers ces 3 vies différentes, que l'on tire des généralités. D'autant plus qu'elles s'inscrivent dans des situations et des époques bien différentes. Marie Fur est une femme de la première moitié du XXe siècle, Renée Conan de la seconde, et Rose Lefay, mon arrière-grand-mère, à cheval entre le XIXe et le XXIe siècle. La première est femme de couvreur, la seconde est une intellectuelle, et mon arrière-grand-mère est une épouse et mère de marin-pêcheur. Né à Groix, j'ai été élevé, je n'ai vécu qu'avec des femmes. Mon père, mes grands-pères naviguaient, je ne les ai vraiment connus que lorsqu'ils ont pris leur retraite. Ils ont été, et ils sont encore pour moi, le visage de cet ange tutélaire qui arrive à l'improviste, passe 2 ou 3 jours dans la maison et repartent comme ils sont venus. Je me souviens d'une assiette à décoration
offerte par mon pépé Maurice à son épouse, Mélisa, dans le fond de laquelle est écrit « C'est moi le patron, mais c'est ma femme qui commande ». Ma grand-mère maternelle avait, paraît-il, haussé les épaules et était demeurée silencieuse, faisant sienne sans doute cet adage du poète grec repris par Aristote « La parure des femmes, c'est le silence ». C'est peut-être là la principale difficulté d'évoquer le sort des femmes, Anne nous le dira peut-être tout à l'heure, dans une société quand celles-ci, ces femmes, se sont si longtemps tues quand elles n'ont pas été forcées à se taire par les hommes. Ces hommes qui affirment avoir toujours raison, alors que les femmes disent qu'elles ont le droit de ne pas avoir tort. Les femmes de Bretagne ne semblent pas avoir été les plus mal loties de la gente féminine si l'on croit Alain Croix. Il est bon de rappeler que la très ancienne coutume de Bretagne précisait que le mari ne pouvait ni vendre, ni aliéner les biens de sa femme s'il décède, sa veuve devant recevoir au moins la moitié de ses biens.